Podcast. En contact avec Ipto. Les secrets des rois du phoning et de la télévente. Le télémarketing est né dans les années 50 aux États-Unis. Dans le monde, des milliards d'appels sont émis tous les jours. Mais certains télévendeurs performent mieux que d'autres. Comment font-ils? Quels sont leurs secrets? Dans notre série de podcasts et de vidéos, vous allez découvrir pourquoi le phoning demeure un canal de vente incroyablement efficace et quels sont les outils de ces télévendeurs de génie. On vous dit tout. Mais d'abord, un grand merci à Ipto, partenaire de cette enquête. Leader européen de la fourniture de leads intentionnistes, Ipto vous permet d'optimiser l'efficacité de vos campagnes de télévente. Oh, have I got your attention now? Good. Because we're adding a little something to this month's sales contest. As you all know, first prize is a Cadillac Eldorado. Anybody want to see second prize? Second prize is a set of steak knives. Third prize is you're fired. You get the picture? You laughing now? You got leads. Mitch and Murray paid good money. Get their names to sell them. You can't close the leads you're given. You can't close shit. You are shit. Hit the bricks, pal, and beat it, because you are going out. The leads are weak. The leads are weak. Fucking leads are weak. You're weak. I've been in this business 15 years. What's your name? Fuck you. That's my name. Place à l'épisode. Pauline Binelli et la légalité des leads intentionnistes. Des fournisseurs de leads intentionnistes, de fiches prospects, il en existe des centaines. Tous ne sont pas forcément des data brokers en conformité avec la loi. Mais il y en a un qui a pris la peine de recruter une ex-avocate brillante, passée par des cabinets anglo-saxons, et un leader mondial du BPO, Concentrix, pour en faire sa directrice juridique. Voici le portrait de Pauline Binelli. Je ne suis pas télévendeuse, je suis directrice juridique chez Ipto. Maintenant, mon rôle fait que j'apporte quand même une pièce à cet écosystème, même si ce n'est pas direct. Je pense que de par ma fonction, je peux aider le business et en tout cas, mon intérêt, c'est de le comprendre. J'ai un parcours qui est plutôt classique pour une juriste. J'ai fait une faculté de droit. J'ai fait 4 ans à Assas, un Master 2 à la Sorbonne. Derrière, j'ai voulu apprendre un peu plus du secteur dans lequel j'allais interagir. Donc, je suis spécialisée dans les nouvelles technologies. Derrière, j'ai fait un Master 2 dans une école d'ingé pour comprendre un peu l'écosystème des nouvelles technologies, les plateformes biface. J'ai passé le barreau. J'ai fait 4 ans dans un cabinet d'avocats anglo-saxons en tant qu'avocate spécialisée toujours dans les nouvelles technologies. Et puis, de par mes expériences et mon double diplôme, je me dirigeais assez naturellement plus vers un poste de juriste en entreprise. Je préfère le monde de l'entreprise, ça me correspond mieux parce que j'ai l'impression d'apprendre plus au contact de plein d'autres départements. Et j'ai passé un entretien avec l'ancienne directrice juridique de WebHelp, qui est maintenant Concentrix, et avec qui ça a matché directement. Je ne connaissais pas trop le secteur du BPO. Et en fait, en mettant un doigt dedans, on se retrouve très vite happé par ce domaine-là, par ce secteur d'activité, avec des gens brillants, avec des problématiques qui sont assez particulières mais hyper enrichissantes. J'ai adoré mon expérience chez WebHelp. Et en fait, par WebHelp, j'ai connu Ipto. J'ai connu Léo et Kylian, qui sont les deux cofondateurs d'Ipto. Et avec donc cette particularité d'être dans un secteur encore plus de niche, parce que la génération de lead à chaud, c'est encore plus de niche, mais c'est encore plus inextricablement lié à la réglementation. Donc j'avais un peu ma pièce à jouer, et Kylian et Léo étaient très demandeurs de conformité juridique. Donc ça a directement matché, le projet je le trouve génial, et c'est ce qui m'amène aujourd'hui chez Ipto.
cette dichotomie entre l'univers anglo-saxon et l'univers latin, romain, entre guillemets, elle se retrouve évidemment sur tous les pans du droit et sur la manière d'exercer. C'est pas le même droit et les approches sont différentes. Ce que j'aime bien dans la partie plus latine, droit romain du droit, c'est que pareil, en fait, c'est plus humain, c'est plus sensible. Le droit anglo-saxon, je le vois comme un peu plus froid. Les 4 ans que j'ai pu passer au sein de ce cabinet, ils m'ont appris à être pointilleuse, à faire de manière concise et surtout à pouvoir voir quelles sont les différentes hypothèses, les différentes solutions qu'on peut amener à un même problème. Alors évidemment, quand on est avocat, notre rôle, c'est pas de trancher parce que c'est notre client qui va trancher à la fin. Là, je me retrouve de l'autre côté, un peu, l'autre face de la pièce qui est, maintenant qu'on a des solutions, il va falloir trancher et trancher de manière plus pro-business possible. Mais donc c'était bien d'avoir ces deux aspects, d'avoir l'aspect un peu plus réfléchi et un peu plus dans l'action côté entreprise, parce que pour moi les deux vont ensemble en fait. Faire l'un sans avoir l'autre, c'est un peu plus compliqué. Alors la formation, c'est évidemment hyper important. Ça, je l'ai vu quand j'étais chez Webhelp, donc dans le secteur du BPO. C'est très important de savoir comment interagir avec quelqu'un. Mais après, je pense que la formation sans la pratique, ça n'a pas de sens. Et la pratique sans la formation, ça n'a pas de sens non plus. Les deux sont complémentaires. Une fois qu'on est formé, si on ne pratique pas, à la fin, on devient un peu une coquille vide. Parce que c'est beau d'avoir un arbre décisionnel, mais à la fin, il faut savoir comment peut réagir une personne. Et c'est qu'en ayant un peu testé les manières de converser qu'on peut apprendre en formation, qu'on sait après ce qui marche et ce qui ne marche pas. Personnellement, en tant qu'avocate puis juriste, je le vois aussi. On nous apprend, par exemple, à l'école de formation du barreau, de faire des belles plaidoiries, et c'est hyper important. Après, il ne faut pas oublier l'aspect, justement, j'en reviens là, l'aspect humain, parce qu'en fait, en face, on ne sait pas à qui on parle, et on ne le sait qu'à partir du moment où on a testé des choses, on voit des réactions, et on peaufine un peu le discours, et c'est là qu'on devient très bon. D'ailleurs, les meilleurs télévendeurs, c'est ceux qui ont le plus d'expérience, parce qu'à la fin, ils savent très bien, voilà, s'il y a une personne qui est un peu réfractaire au début, comment adapter son ton, comment utiliser certains mots. Et c'est là que ces télévendeurs deviennent excellents. J'ai eu l'occasion, effectivement, d'aller faire des doubles écoutes, d'aller sur site, sur pas mal de sites. Et c'est une chance pour une fonction support comme moi, mais je pense que c'est hyper utile parce que on voit les difficultés du terrain. Je trouve qu'être télévendeur, c'est très difficile parce que malheureusement, on se heurte à pas mal de refus quand la personne derrière, c'est pas un lead chaud, ultra qualifié, parce qu'elle n'a pas forcément demandé à être appelée. Donc on peut déranger la personne. Et donc les télévendeurs, ils ont quand même une force de résilience énorme parce qu'il y a beaucoup de refus. Mais derrière, j'ai aussi assisté à des conversations où même s'il n'y a pas de vente, la personne appelée était heureuse d'avoir quelqu'un au téléphone. Et il ne faut pas oublier qu'il y a plein de personnes pour qui le téléphone, c'est un canal conversationnel énorme. Ça rapporte du lien, ça rapporte encore une fois de l'humain. Et ça, j'ai trouvé assez beau. C'est un quotidien assez énergique, on va dire. J'ai de la chance parce que je travaille avec des personnes brillantes, donc en soi, elles ont des réflexes qui sont assez appréciés. Je fais évidemment de la formation en interne. J'essaie de faire de la communication en externe parce que, encore une fois, on propose un service dans lequel je crois et qui est hyper qualitatif. Donc s'il n'y a pas... j'essaie d'apporter un peu ma brique juridique pour assurer les services juridiques de nos clients donneurs d'ordre. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Et après, en interne, on a plusieurs aussi sujets sur lesquels je travaille au quotidien. C'est le fait de faire de la publicité qui soit qualitative, parce que pour que le prospect il ait envie de commencer un funnel, il faut bien qu'on fasse une pub. Donc cette pub, elle ne doit pas être trompeuse, elle doit répondre à des critères qui sont posés par le code de la consommation. Donc déjà, il y a toute cette partie-là. Ensuite, il faut que le funnel il soit conforme au RGPD. Il y a toute une partie, évidemment, droit des affaires, avec la contractualisation et la renégociation des contrats avec nos clients et nos fournisseurs. Et il y a un sujet aussi qui nous tient pas mal à cœur chez Ipto, c'est
d'essayer de rendre le secteur du lead un peu plus sain. Donc on essaye de réfléchir à pourquoi pas faire une charte dans laquelle on s'engage à être conforme. Et cette réflexion-là, voilà, elle prend de plus en plus de place dans mon quotidien chez Ipto. On doit maintenant faire avec une augmentation des réglementations qui viennent directement impacter tout le secteur du démarchage. Et si on ne le comprend pas et si on ne prend pas en compte ces problématiques et cet impact dès le début, en fait, on en vient à des opérations qui sont un peu biaisées. Plus on prend le critère juridique en amont dans les opérations, plus on l'intègre facilement et plus derrière on est capable de délivrer un service de qualité. On ne peut plus faire sans les réglementations, on ne peut plus faire sans le droit. Le démarchage, c'est devenu un secteur qui, même s'il est hyper important, fait face à des problèmes, la sursollicitation du consommateur par exemple, et même tous les aspects réglementaires qui ont attrait à la protection des données, même si la première législation sur la protection des données, elle date de 1978, maintenant c'est de plus en plus sur le devant de la scène. Donc il ne suffit pas d'avoir un fichier, il faut avoir un fichier propre, il faut ne pas sursolliciter le consommateur, il faut qu'il ait donné son consentement, il faut qu'il sache pourquoi on va l'appeler, et c'est comme ça qu'on arrive à un écosystème sain et périn. Je pense qu'on est de moins en moins sensible au canal de communication de téléphone, parce qu'il y a de plus en plus de visio, parce qu'on s'échange beaucoup de mails aussi. Mais en fait, je trouve que appeler quelqu'un, ça rapporte l'humain. On s'appelle de personne à personne. Et donc, du coup, il y a beaucoup de problèmes. Moi, je le vois tous les jours. Il y a beaucoup de problèmes qui sont résolus beaucoup plus vite quand on appelle la personne, parce que, en fin de compte, bah, voilà, on met une voix, on met une intention derrière l'appel téléphonique qu'il n'y a pas forcément sur le canal email ou visio. Le bénéfice à la fin de l'appel est énorme. Vraiment, quand je dis qu'il y a des problématiques juridiques qui peuvent durer des mois par échange d'emails qui se résolvent en 10 minutes d'appel téléphonique, c'est une réalité. On sursollicite encore une fois le consommateur, et à la fin on essaie de lui vendre tout et n'importe quoi. On ne se pose pas la question de ses besoins. Moi, ma présence chez Ipto, c'est vraiment parce que je crois dans le projet. On met en relation un besoin, avec une offre, et à la fin, bah, il y a contrat. Mais appeler sans cesse, et là je parle du pré-Neigelen, parce qu'avec Neigelen, il y a quand même, voilà, on ne peut pas appeler n'importe quand et à n'importe quelle fréquence, mais sursolliciter un consommateur, c'est pour moi maintenant la fin du télémarketing. Évidemment, je ne recommande pas ce genre de pratique de scrapping, tout simplement parce que c'est absolument pas conforme aux législations en vigueur. Et encore une fois, plus on fait ça, plus on signe la fin du télémarketing, et donc ça n'a aucun intérêt si on veut que l'écosystème soit sain. En plus, la CNIL a rendu quand même des décisions récentes qui vont dans le sens de la responsabilisation de toute la chaîne de valeur, donc que ce soit le générateur de lead, le BPO ou le client donneur d'ordre derrière. Donc il faut vraiment faire attention à ça. La responsabilité, elle est vraiment sur chacun de ces acteurs-là. Pour moi, un des gros conseils que je donne et que je continuerai de donner, c'est, et je vais prêcher pour ma paroisse, c'est d'onboarder la direction juridique le plus tôt dans la sélection des fournisseurs, pour faire en sorte que le fournisseur soit conforme et qu'on s'assure derrière d'une chaîne de valeur forte. Il y a un risque réputationnel énorme, un risque de sanction de la CNIL. À la fin, on veut pouvoir se réjouir de faire une vente, mais il faut surtout se réjouir de faire une vente qualitative. Pour moi, c'est crucial. Alors, un data broker, c'est un peu un sac fourre-tout. C'est quelqu'un qui va amener un prospect au final. Mais du coup, déjà, on ne fait pas la différence entre le lead à chaud et le lead à froid. On ne fait pas la différence sur comment est collecté le lead. Donc pour moi, c'est un peu un fourre-tout. Du coup, dans ce gros sac fourre-tout des data brokers, si on fait une première catégorisation qui est lead à chaud, lead à froid, sur le lead à froid, il va falloir effectivement passer la liste sur Blocktel pour voir quelles sont les personnes qui sont inscrites sur la liste et évidemment ne pas les démarcher. Une fois qu'on a cette liste un peu assainie des personnes moins les personnes qui se sont inscrites sur Blocktel, il va falloir respecter le décret Neigelen.
Donc bien les appeler sur les jours, les horaires et à des fréquences bien déterminées. Donc ce qui déjà va entraîner un peu des difficultés. Surtout que la personne, au final, on ne sait pas pourquoi elle a donné ses coordonnées, donc on ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Il y a quand même voilà, un espèce de flou autour du besoin, donc on essaye, l'appel va essayer de proposer une offre, on n'est pas sûr qu'à la fin elle aboutisse. Sur le lead à chaud, il y a un peu moins de contraintes juridiques parce qu'il n'y a pas tout ce process de blocktailisation, de passer la liste sur Blocktel, et on n'est pas obligé de suivre le décret Negelen parce que cet appel sera sollicité, il est fait à la demande du consommateur, et une fois que le consommateur en plus a bien compris qu'on allait lui pousser une offre fibre ou une offre d'énergie, et ben derrière, voilà, on l'appelle, on lui propose, il accepte, il n'accepte pas, mais en tout cas, il y a bien une offre, un besoin. Il a donné son consentement, il va être appelé, le plus vite le lead sera traité, et normalement, le meilleur sera la joignabilité et le taux de conversion derrière. Il y a une réelle volonté, il y a une réelle intention, c'est pour ça qu'on parle de lead intentionniste. Un lead conforme, c'est un lead qui est plus cher, à peu près 35% plus cher, mais en fait c'est logique quand on y pense, puisque le funnel que nous on met en place va mettre, il y aura des cases à cocher pour s'assurer d'un consentement clair, éclairé, il va y avoir des mentions légales, tout ça est très conforme aux législations applicables, et donc ça peut générer plus de drops. Mais à la fin, on a vraiment un lead intentionniste qui a la volonté d'acheter, et donc derrière, un taux de joignabilité qui est meilleur et un taux de transformation qui est meilleur. Donc en fait, ça se compense. Et c'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête. Déjà, les appels doivent avoir lieu du lundi au vendredi. Sur des plages horaires, il me semble que c'est 9h, midi ou 13h et 14h, 20h. Et c'est 4 fois par mois. Et si la personne dit oralement, évidemment, quand on l'appelle, après, il y a toutes les mentions qui vont être à la protection des données, ou pourquoi on l'appelle, s'ils veulent être enregistrés. Et si la personne dit « je souhaite que vous ne m'appeliez plus », il y a 60 jours, on ne peut pas la rappeler pendant 60 jours. D'accord. Sur les leads à chaud, particulièrement, je pense que j'ai pu acquérir une certaine expertise. Maintenant, je connais pas mal de directrices juridiques ou de responsables juridiques ou de juristes, tout simplement dans le sens large, qui, de par leur fonction, que ce soit dans le BPO, que ce soit chez des clients donneurs d'ordre, ont dû développer aussi un peu cette expertise-là. Sur le lead à chaud, très précisément, évidemment, ça fait 4 mois que moi j'ai le nez dedans et que ça devient quand même une forte expertise chez moi, je pense. J'ai beaucoup entendu dans mon parcours think out of the box. Donc je suis plutôt pour un peu tester des nouvelles choses. Pour autant, le test, pour moi, il doit toujours se faire dans le cadre de la légalité. On a un cadre dans lequel on peut jouer et c'est hyper chouette. Après, il faut le respecter.